Je répète toujours, je suis député français au Parlement européen et c'est quelque chose qui est important puisque j'y suis sur une thématique que je connais bien, qui a été mon engagement depuis plus de 30 ans, la santé. La politique ne devrait être que ça, la politique. S'attacher à améliorer la qualité de vie des gens, du citoyen. Pour éviter que la santé ne coûte trop cher, on va réduire le nombre de médecins. Si on réduit le nombre de médecins, on va réduire le nombre de prescriptions pharmaceutiques, on va réduire la consommation médicale. On se rend compte que 20 ans après, c'est une catastrophe. L'IA va être supérieure aux radiologues. L'examen des lames, ce qu'on appelle l'anatomopathologie, pour dire c'est un cancer, l'intelligence artificielle, petit à petit, va devenir supérieure à l'homme. Donc voilà, c'est... Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Dreamcast. Dreamcast, c'est un podcast dédié à la santé. Aujourd'hui, on a l'immense privilège d'avoir en invité le professeur Laurent Castillo, chef de service de l'Institut universitaire de la face et du cou à Nice et eurodéputé. Nous allons aborder des questions diverses sur la santé, comme l'obésité, la prévention en santé, la cybersécurité en santé, la dépendance sanitaire, les agressions sur les soignants. Dreamcast, c'est un podcast en santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre un petit commentaire, un pouce bleu vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Bonjour Monsieur Castillo. Bonjour. Bonjour professeur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci avant tout de cette invitation. Je vous ai demandé d'apporter 3 objets qui vous définissent, 3 objets ou 3 photos. Quels sont-ils et pourquoi ? Alors, vous avez en introduction dit professeur, donc je suis professeur avant tout de médecine. Je suis professeur d'ORL au sein du CHU de Nice et c'est probablement ce qui me définit le plus. Et la première photo que je voulais vous montrer, qui symbolise probablement ce que je suis depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans, c'est la santé. Mais ce qu'on voit sous cette image qui vient de partir, c'est la santé, mais c'est le patient qui est en train d'être opéré et la transmission. On me voit en train d'aider un assistant à opérer et je crois que c'est ces 2 casquettes qui sont importantes, la santé, le patient, mais aussi la transmission de ce que je fais en tant que professeur des universités. On est là pour enseigner. Et c'est pour ça que cette image symbolise l'essentiel de ma carrière en santé. La deuxième photo. Alors, la deuxième photo, c'est probablement une passion, peut-être une passion extrême que vous connaissez, qu'on a même partagée. C'est l'Ironman. L'Ironman, c'est une démarche, j'ai failli dire spirituelle. Oui, c'est du physique. L'Ironman, je rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est 3 km 8 de natation, c'est 180 km de vélo, une étape de Tour de France, plus ou moins plate, et on finit par de la course à pied, mais l'extrême de la course à pied, un marathon. Et alors, je vous ai proposé cette image parce que elle définit le bonheur de finir, le bonheur de passer cette ligne d'arrivée. Et l'Ironman, j'en ai fait 11 à Nice. Et cette photo de finisher, c'est un de mes passages de la ligne d'arrivée à Nice. Et ça symbolise aussi ce que je suis, à savoir français, mais aussi niçois, très profondément attaché à mon territoire, puisque j'ai fait 11 fois l'Ironman de Nice, j'ai fait 17 Ironman. Alors, même si le physique n'est plus totalement là, l'Ironman, c'est le symbole du dépassement de soi. Vous en avez fait, et vous savez ce que c'est.
c'est la tête, le travail, l'engagement qui nous permet de passer la ligne d'arrivée. Donc voilà, même si je le regrette, je suis probablement plus en capacité de faire un Ironman, mais j'en ai fait des fois jusqu'à 3 par an, Hawaï, Embrun, le Northman, qui sont, pour ceux qui font de l'Ironman, des endroits mythiques aux 4 coins du monde. C'est quelque chose qui a quand même marqué mon existence, d'autant plus que je n'ai aucun passé de sportif. Vous avez accueilli sur ce même plateau, il y a quelque temps, un vrai sportif. Et j'entendais ses propos qui disaient qu'il avait toujours fait du sport. Moi, je n'avais jamais fait de sport. Donc voilà, c'est aussi un petit message d'espoir, de dire que quand on veut quelque chose, j'ai commencé le sport à 40 ans. J'ai quelques années de plus. J'ai commencé le sport à 40 ans et par un 10 km, tout bêtement, où j'ai mis plus d'1 heure à faire 10 km. Et quelques années après, quand la tête décide, eh bien, on est capable d'aller où ce qu'on ne peut pas imaginer au départ. Et c'est ce symbole et cette symbolique de l'Ironman que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et donc, le troisième objet Alors, le troisième objet, c'est une autre partie de ma carrière, mon engagement, je dirais, politique. Et je voulais vous amener qui est pour moi quelque chose qui marque, je vous la donne, qui est mon engagement sur politique, sur la santé, peut-être qu'on y reviendra, puisque je suis depuis maintenant 6 mois député européen, j'aime à dire député français au Parlement européen. Alors j'avais prévu d'amener et le drapeau français et l'écharpe, en tout cas le drapeau européen. Alors mon drapeau français, je l'ai oublié dans mon bureau, mais voilà, je répète toujours, je suis député français au Parlement européen et c'est quelque chose qui est important puisque j'y suis sur une thématique que je connais bien, qui a été mon engagement depuis plus de 30 ans, la santé. D'ailleurs, justement, vous avez le double regard, celui du soignant et de l'élu. Quelle est votre propre définition de la santé ? Alors, je reprendrai une définition classique que tout le monde connaît. D'abord, c'est le bien-être physique, l'absence de maladie. Ça, c'est ce que tout le monde est capable, la définition de tout le monde. On y rajoute la santé mentale, parce qu'aujourd'hui, c'est le bien-être physique, mais le bien-être mental. On a mis énormément de temps à prendre en charge la santé mentale. C'est quelque chose qui est probablement aussi, peut-être même plus importante, parce que c'est ce qui nous définit, c'est ce qu'on est, le bien-être. Et le bien-être, ça fait partie de la santé mentale. Et mon engagement politique m'a fait voir que la définition de l'OMS, c'est aussi la santé sociale. On ne peut pas être bien, on ne peut pas être en bonne santé lorsqu'on n'a pas de toit, lorsqu'on a le ventre qui est vide. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, la performance économique d'un pays, d'une nation, de l'Europe, ça permet aussi d'avoir une action sociale. Et ça, c'est ce changement qui m'a été amené très probablement par mon engagement politique. Pourquoi, selon vous, et en 2025, le ministère de la Santé, d'un point de vue européen et français, n'est pas encore un ministère régalien, un ministère... Alors, la santé, c'est quelque chose de majeur. Et je répète souvent, en début d'année, qu'est-ce qu'on dit ? Bonne année, bonne santé. C'est la chose... Alors, c'est surtout lorsqu'elle s'en va, hein, c'est comme le bonheur. Enfin, j'aime bien ces vers de Baudelaire qui dit le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il a fait en partant, probablement comme la santé. Quand on est jeune, on est en bonne santé, on ne pense pas aux problèmes de santé. Plus le temps passe, plus les problèmes de santé sont là et plus on s'en rend un peu plus compte. Ça, c'est un des privilèges ou un désavantage du temps qui passe. Mais donc, la santé, c'est quelque chose de majeur. Et même lorsqu'on interroge
les gens, que ce soit en France, que ce soit au niveau de l'Union européenne, la santé, c'est la deuxième, troisième préoccupation des Européens devant le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la sécurité et la santé, c'est un élément majeur. Alors vous me posiez la question, pourquoi la santé n'est pas une mission régalienne. La mission régalienne, lorsqu'elle est comme elle est définie, c'est ce que faisait le roi, à savoir la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la défense, les affaires étrangères, la police, donc je le disais, la justice, qui fait partie de ce qui est régalien, et enfin la dernière chose, qui est sans doute la chose la plus importante, les finances, parce que le nerf de la guerre, et on s'en rend compte dans les événements géopolitiques qui nous entourent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, c'est pour ça que dans la définition d'un ministère régalien, la santé n'en fait pas partie, mais tout ce que j'ai défini de régalien, c'est ce qui définit la souveraineté d'un pays. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, et on l'a vécu dans la crise Covid, on peut mettre un pays à genoux lorsqu'il n'a pas une souveraineté sanitaire. On l'a vécu vraiment avec la crise du Covid, où lorsqu'on manque de masques, lorsqu'on manque de vaccins, lorsqu'on manque de médicaments, lorsqu'on manque de soignants, un pays aujourd'hui peut être, je le redis, à genoux par une non-maîtrise de sa souveraineté en santé. Et on parle de plus en plus avec la guerre aux portes de l'Europe, des armées, de la sécurité, mais la sécurité, c'est aussi d'avoir une bonne santé dans son pays et aussi au niveau de l'Union européenne. D'ailleurs, vous faites partie, vous dirigez la commission santé à l'Union européenne. Alors, je fais partie de la commission santé, je suis très engagé sur la santé. C'est aussi ma crédibilité, puisque, vous le savez, je continue de consulter le lundi, de monter, je dirais, en fin de journée au Parlement européen, à Bruxelles, à Strasbourg. Peut-être qu'on dira un mot sur l'organisation du Parlement européen, parce que ça paraît très très loin. Je suis au Parlement jusqu'au jeudi soir. Le vendredi, je retourne à Nice, dans le service que j'ai la chance de diriger, et j'opère le vendredi. Et je suis dans le service le samedi, ce qui veut dire que je garde une connexion. Lorsque je parle de santé au Parlement européen, je parle de ce qui est le plus important du patient. Alors beaucoup me disent est-ce que c'est la même chose ? Oui, oui. Ce qu'on fait en tant que soignant, notre seul objectif en tant que soignant, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. C'est ce qu'on essaie de faire. Je veux dire, on sauve rarement des vies, on en sauve de temps en temps. C'est le côté assez gratifiant de ce métier, mais la plupart du temps, on améliore leur qualité de vie. Et la politique ne devrait être que ça, la politique. S'attacher à améliorer la qualité de vie des gens, du citoyen. C'est pas toujours ça. On entend... Alors, c'est vrai que moi, je dis toujours que on est soignant, mais justement, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le pas pour aller en politique ? Puisque on parle effectivement de la continuité de notre métier en politique pour pouvoir améliorer, d'un point de vue de santé publique, la santé. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller en politique ? Alors, c'est des opportunités. C'est des opportunités sur des rencontres sur la santé. On m'a proposé dans ma famille politique de porter au Parlement européen une voix santé dans le groupe dont je fais partie, le PPE. Nous avons un général 3 étoiles qui parle de défense. Et lorsqu'il parle de défense, il sait de quoi il parle. Je parle du général Christophe Gomard. On a une agricultrice qui, sur les thématiques agricoles, quand elle redescend du Parlement, elle s'occupe de son champ, c'est Céline Imard. Voilà, on a des spécialistes, et je crois que c'est bien à des moments qu'il y ait cette connexion. Il faut probablement des
des politiques qui... C'est un métier aussi, qui est une vraie connaissance des textes législatifs, mais il faut aussi des gens de la société civile. Ça donne un peu plus de puissance aux décisions et in fine, la politique, c'est ça, c'est d'améliorer la vie des citoyens. On entend de plus en plus parler de souveraineté sanitaire, notamment depuis la crise du Covid-19. Concrètement, comment définissez-vous la dépendance sanitaire de l'Europe et de la France ? On s'en est rendu compte avec la crise Covid. En France, on avait l'impression d'avoir un système de santé le plus performant au monde, que tout se passait bien, qu'on était les numéros 1 au monde. Et comme souvent, c'est les crises qui nous font ouvrir les yeux. Aujourd'hui, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique dans la guerre de l'Ukraine, mais peut-être qu'on y reviendra, mais cette crise sanitaire a été un électrochoc. On a ouvert les yeux. On est venu nous dire, on s'est rendu compte qu'en France, on n'avait pas de masque. Et on est même venu nous dire, vous n'avez pas besoin de masque. Je veux dire, je repense à la communication politique de l'époque, vous n'avez pas besoin de masque. Nous, chirurgiens, lorsqu'on veut protéger le patient qu'on opère, si on revient à l'image que j'ai mis en premier, ça fait des années qu'on sait que pour éviter de contaminer l'autre, le patient, on met un masque. Et donc, c'est symbolique de notre dégradation. Alors, les masques, c'est un symbole, mais on n'avait pas de masque, on n'avait plus de produits pharmaceutiques, on avait surtout, et un mot sur le vaccin, on pensait être, et la France et l'Europe, le pays le plus en pointe sur les médicaments, les vaccins, ils sont venus d'ailleurs, de boîtes françaises d'ailleurs, de boîtes françaises qui sont allées ailleurs. Moderna, à la tête de Moderna, c'était un ingénieur français formé en France. Et ça, c'est assez symbolique de notre déclassement. On a perdu probablement, pour des raisons qu'on pourra évoquer, la recherche et le développement. Et quand on perd la recherche et le développement, on perd l'innovation. Et on s'est rendu compte avec ce vaccin qu'on avait perdu énormément de choses. Peut-être que l'Europe va nous aider à retrouver cette souveraineté sanitaire. Alors, peut-être que je reviendrai sur le pourquoi. Pourquoi on a perdu cette production de médicaments en France et en Europe. La France, il y a 20 ans, était numéro 1 en Europe dans la production de médicaments. Quelques années après, on est passé au 4e rang. Pourquoi ? Parce que des énarques, c'est pas les énarques sont brillants, mais en tout cas des gens un peu déconnectés se sont dit que pour aller faire des économies, on allait créer des génériques et on allait faire en sorte de baisser au maximum le prix du médicament, comme on baisserait le prix de la baguette. Voilà, c'était devenu un bien de consommation et on allait baisser le prix du médicament. L'industrie pharmaceutique, son but, c'est à but lucratif, qu'est-ce qu'elle a fait ? Petit à petit, elle s'est délocalisée. Et il y a 20 ans, ce qui nous permettait de produire les médicaments, on les produisait essentiellement en Europe et en France. Aujourd'hui, 80% des principes actifs nous viennent d'Asie, de Chine et d'Inde. Et donc voilà, on a baissé le prix, on a perdu la localisation de la production de médicaments. Mais la chose la plus grave, c'est que collé à la localisation et à la production de médicaments, on avait la recherche et le développement. Quand un laboratoire est allé produire ailleurs, il a aussi fait migrer sa recherche et son développement. Et c'est un des éléments qui fait que petit à petit, on est passé du numéro 1 au numéro 4. Mais en Europe, même l'Europe s'est déclassée face à, d'un côté, le bloc asiatique que j'ai défini tout à l'heure, et de l'autre côté, les États-Unis. Ce sont ces mêmes gens brillants qui se sont dit, pour éviter que la santé ne coûte trop cher, on va réduire le nombre de médecins. Si on réduit le nombre de médecins, on va réduire le nombre de prescriptions.
pharmaceutique, on va réduire la consommation médicale. On se rend compte que 20 ans après, c'est une catastrophe avec des déserts médicaux. C'est les mêmes qui ont dit à la même période comment faire des économies sur les médicaments et sur les prescripteurs de médicaments que sont les médecins. On parlait de souveraineté. La santé, c'est comme la défense. La santé, les soignants sont les soldats, les cliniques et les hôpitaux sont nos casernes, mais les médicaments et les dispositifs médicaux sont nos armes. Si on n'a pas de soldats, si on n'a pas de casernes et surtout si on n'a pas d'armes, et dans cette nouvelle guerre, c'est des armes avec une technologie très avancée, c'est pas les vieux médicaments, ce sont les nouveaux médicaments. Eh bien, on a perdu la guerre. C'est un peu ce qu'on est en train ce qui est en train de nous arriver, perdre cette guerre. Donc, il y a le diagnostic qui est précis. Merci pour votre diagnostic. Et votre thérapeutique, maintenant, La thérapeutique, c'est sans doute la plus difficile à mettre en place très rapidement. Parce que déjà, il faut ouvrir les yeux, il faut faire le diagnostic. On l'a fait. Mais le traitement va passer. C'est très facile de délocaliser. C'est beaucoup plus facile de relocaliser de l'industrie pharmaceutique. Parce que aujourd'hui, pour relocaliser l'industrie pharmaceutique, ce sont des industries à but lucratif. Donc, il faut qu'elles aient un intérêt à revenir en France. Et là, probablement, l'Union européenne peut trouver sa place. Je suis quelqu'un qui est pour la souveraineté, qui est de souveraineté. La seule et unique souveraineté, c'est la souveraineté d'une nation qui existe par son drapeau. Et donc, je suis pour une souveraineté nationale. Et il faut que l'Union européenne soit là, avec ce que certains appellent une souveraineté européenne, que j'aime pas parce que la souveraineté, c'est peut-être ce qui fait qu'on est capable de mourir pour un drapeau, ce que font les Ukrainiens, ce que sont capables de faire les Français. Je ne suis pas certain que demain, on soit capable de mourir pour ce drapeau bleu avec ces belles étoiles jaunes qu'on a vues tout à l'heure. Je referme cette parenthèse. Il faut que l'Europe réussisse à faire ce qu'un pays n'est pas capable de faire. Il faut qu'on mette, et la santé est un des exemples, l'organisation de la santé, elle dépend d'un pays, mais il y a des choses où on n'est pas assez fort au niveau d'un pays, et c'est là où on doit mettre nos moyens ensemble, la reproduction, la relocalisation de médicaments, aujourd'hui avec de nouveaux actes où on va inciter financièrement l'industrie pharmaceutique à revenir en Europe, à reproduire européen, le Made in Europe. L'Union européenne doit être là pour aider le Made in Europe sur l'intelligence artificielle, sur l'organisation des données de santé. Ça, c'est ce que doit faire l'Europe. Et donc, moi, je vois 3 thèmes. 1, l'Europe doit aider à la prévention. C'est sûr que là aussi, l'Europe peut jouer un rôle dans la production, j'ai dit, dans la production de médicaments. Et la 3e chose, dans l'innovation, dans la recherche et le développement. Et c'est là où quand un pays tout seul dans son coin n'est pas en capacité, dans des maladies rares, il y a plein d'exemples où mettre plus fort on sera lorsqu'on est ensemble. Et c'est là où l'Europe doit trouver sa place dans des grands projets. Quand on cite Airbus, tout le monde est capable de dire que Airbus, c'est une grande réussite. C'est la mise en commun de l'Europe pour des grands projets qui sont capables d'exister au niveau européen et donc au niveau mondial. Tout seul dans son coin, des moments, on peut faire très bien, mais des fois, on n'est pas assez fort. Justement, on fait le lien avec la numérisation et en santé. Pour vous, quels sont les enjeux majeurs de cette numérisation et les opportunités que ça ouvre en Europe et en France? Alors, là aussi, on est un peu dépassé avant de commencer. Je veux dire, on le voit avec
OpenIA, je veux dire ChatGPT d'un côté, je veux dire avec DeepSeek du côté chinois, on est et on fait le constat d'emblée qu'on part en retard. On part en retard alors que c'est majeur. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, soit on monte dans le train de l'intelligence artificielle, c'est un outil. Soit on maîtrise l'outil, soit on va se faire dépasser parce que d'autres le maîtriseront. En santé, mais au-delà, hein, mais en santé aussi. J'entends encore quelques collègues qui disent « Oh là là, moi non ». Je veux dire, aujourd'hui, c'est un outil, qu'on le veuille ou pas, qui doit nous aider, in fine, à améliorer la qualité de prise en charge du patient. Il faut qu'on se serve de cet outil pour consacrer un peu plus de temps à l'humain. Il faut que l'intelligence artificielle en santé, elle doit nous permettre de trier le patient, de l'envoyer en fonction de ce qu'il a au bon endroit. Elle doit aider dans sa consultation le praticien. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans l'imagerie, dans quelque temps, c'est comme ça, on peut le regretter ou pas, l'IA va faire disparaître certains métiers. L'analyse d'une image, l'IA est supérieure à l'homme. Donc, l'IA va être supérieure au radiologue. L'examen des lames, ce qu'on appelle l'anatomopathologie, pour dire c'est un cancer, l'intelligence artificielle, petit à petit, va devenir supérieure à l'homme. Donc voilà, c'est qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Les métiers vont se transformer. Les radiologues vont devenir des radiologues interventionnels. Les métiers vont se transformer. L'intelligence humaine s'est toujours adaptée au progrès. Il y a quelques temps, on fauchait le blé avec la faux, et puis est arrivé, je veux dire, les moissonneuses, et c'est l'évolution. On ne peut pas être contre. Il faut l'accompagner, et je pense qu'au contraire, ça peut répondre et ça peut aider dans cette carence de soignants qu'on a aujourd'hui. Il y a eu un salon récemment sur l'intelligence artificielle. Xavier Niels disait que on n'a rien à envier, les Américains n'ont rien à envier à la France. En France, on a un niveau avec Mistral, etc. Il y a certaines boîtes qui font quand même des efforts. La recherche et développement, on a certains entrepreneurs qui disent que c'est un labyrinthe administratif, une lourdeur de monter des boîtes en IA, notamment en santé en France. Comment on pourrait simplifier à l'échelle européenne santé, entrepreneuriat et IA? Alors, cette problématique de la santé au Parlement européen, je l'entends dans tout. On l'entend dans l'agriculture, on l'entend dans l'industrie. En Europe, on était devenu un pays de consommation plutôt que de production. On était devenu un pays de réglementation plutôt que d'invention. L'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? L'Union européenne, j'espère que les choses sont en train de changer. Elle produit de la norme. Et quand je vais sur le terrain des industriels, des industriels en pharmacie, en dispositifs médicaux, je n'entends qu'une chose: arrêter cette norme, arrêter cette pression normative. On n'y arrive pas. Je parlerai de quelque chose qui, en 6 mois, si j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, c'est changer cette réglementation sur les dispositifs médicaux. Pour ceux qui nous écoutent, on a les médicaments et on a les dispositifs médicaux qui sont un très large champ, qui vont des prothèses de genoux à l'appareil qui vous fait un électrocardiogramme, au pacemaker, à tout ce qui concerne la santé en dispositif médical. Donc, depuis quelques années, il y avait une réglementation qui mettait un tampon, le marquage CE. C'était d'une lourdeur administrative, c'était long, c'était compliqué, c'était très cher, alors qu'en face, de l'autre côté des États-Unis, on avait une réglementation américaine qui était beaucoup plus courte, qui allait beaucoup plus vite, avec un cahier des charges très précis. Et quand on interroge aujourd'hui les industriels, qui sont souvent des petites start-up, hein. Il y a des grosses boîtes, mais dans l'innovation en santé, c'est souvent des petites start-up. 1 sur 2 penser développer ces nouvelles technologies aux États-Unis.
on marche sur la tête, on a des gens brillants, on a un système qui forme des gens universitaires qui sortent de grandes écoles brillants, et on va, à la fin, les brider, et ils vont trouver plus d'intérêt à aller développer ce qui est notre richesse ailleurs. C'est quelque chose de fou dont je me suis rendu compte que j'avais pas cette vision, et c'est cette vision politique, mais aussi la vision de santé qui m'a... Je vais vous livrer une anecdote sur une prothèse, c'est pas mon métier, même si j'ai un frère orthopédiste, sur une prothèse qui concernait une fracture très particulière, fracture spiroïde du radius. Il y avait une prothèse qui existait, dont tout le monde se servait depuis des années, qui remplaçait, il n'y avait pas d'autre option. On a demandé à cette prothèse, qui existait depuis des années, de refaire un marquage CE. Refaire un marquage CE, c'est entre 200 000 € à peu près. Donc, qu'est-ce qu'ils ont préféré faire ? Sortir de leur cahier cette prothèse. Voilà, je veux dire, donc, qui à la fin perd ? C'est le patient, et les orthopédistes sont revenus au vieux ciment qu'ils utilisaient il y a 20-30 ans. Donc, cette réglementation, elle a un impact au quotidien sur les patients. Et donc, je suis pas le seul, je me suis battu pour demander une révision de cette réglementation. Et il y a un commissaire européen qui est arrivé, et donc cette révision de la réglementation va arriver avant la fin de l'année. J'espère qu'elle ira dans le bon sens, mais en tout cas, elle a été réouverte par un engagement politique. Donc l'engagement politique peut avoir aussi un intérêt, et c'est ce qui est en train de se passer au niveau de l'Union européenne. On est en train de détricoter une complexité administrative qui a fait que l'Europe s'est mise à décliner. Santé. La hausse des cyberattaques, il y a eu Cannes récemment, Versailles l'année dernière. Donc on parle en guerre, on a parlé des ministères régaliens, des différents domaines, la santé, mais également donc, la cyberguerre, les guerres dans le monde du cyber, qui touchent la santé. Qu'est-ce qu'au niveau européen, quels sont les projets au niveau européen, et qu'est-ce que vous pensez de la situation, du diagnostic et j'espère de la thérapeutique et du pronostic? Alors là aussi, aujourd'hui, nos données sont numérisées, donc les données en santé, elles sont devenues numériques, les hôpitaux sont de plus en plus numérisés, et c'est un bien, et je pense qu'il faut voir aussi le côté important. Demain, on a parlé de l'intelligence artificielle. Toutes ces datas nous permettront de progresser très fortement, et la mise en commun de toutes ces datas nous permettra, dans les maladies rares, par exemple, dans des maladies rares en pédiatrie, de progresser, de fortement progresser. Maintenant, ces données, il faut les rendre sécurisées. Mais il y a quelques années, lorsqu'on avait un dossier papier, on ne laissait pas la porte ouverte pour qu'on puisse venir prendre ces données. Donc, il y a toujours eu une fermeture. Alors maintenant, il faut que ce soit une fermeture numérique qui demande là aussi un véritable investissement. On se rend compte que c'est une des faiblesses, qu'on peut rentrer dans ces systèmes. Donc, il faut là aussi avoir un plan européen. Et ce qui est en cours de protection des données de santé, c'est majeur. Je veux dire, à chaque progrès, chaque pièce a deux faces. Donc, elle peut apporter d'un côté et elle doit nous apporter. Il faut s'en servir, mais il faut faire attention de la protection des données de santé parce que ça, c'est majeur. Mais il ne faut pas dire on ne fait plus rien parce qu'on va avoir accès aux données de santé. Non, il faut se protéger. Et donc, cette protection demande un véritable engagement, mais aussi un engagement financier, parce que tout ça a un coût. Et là, l'Europe, là aussi, dans la protection des données de santé, ce qu'elle commence à faire, elle aide les établissements, elle est en capacité de les accompagner. Mais oui, aujourd'hui, on parlait de la guerre et des conflits qu'il pouvait y avoir au niveau mondial. C'est un des moyens de bloquer aussi un pays.
Donc il faut qu'on ait des moyens de défense. On a des moyens de défense contre des missiles. Il faut qu'on ait des moyens de défense mis en place par l'Europe pour protéger nos données de santé. Alors, on va faire le lien avec deux choses. C'est la fracture numérique. On parlait tout à l'heure des déserts médicaux, des inégalités sociales pour l'accès aux soins et une technologie de santé qui s'accélère. Comment vous pensez est-ce que cette technologie, le côté technique et de la technologie en santé va augmenter les inégalités et l'accès aux soins pour les patients? Alors, la première problématique, c'est cette fracture numérique, puisque elle ne concerne pas que les sujets âgés. On pourrait se dire que c'est essentiellement les sujets âgés, mais oui, aussi les sujets âgés. Quand je dis âgés, l'âge est variable en fonction du sien, mais c'est sûr que les jeunes sont plus enclins à maîtriser l'outil numérique et on le voit, par exemple, sur une des grandes demandes de l'industrie pharmaceutique qui nous permettrait d'équilibrer les médicaments entre chaque pays, c'est la notice numérique. Mais la notice numérique, à un certain âge, il n'y a pas de souci, on scanne un QR code et on est capable d'avoir sa notice. Chez des sujets âgés, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, il faut que le législateur soit là pour simplifier, mais aussi pour penser aux patients. Donc, qu'il y ait un moyen pour les gens qui n'ont pas accès à la technologie numérique de pouvoir fournir encore une impression papier. Mais il faut continuer aussi de travailler sur l'accès au numérique chez les plus jeunes. Je pense que les choses vont arriver avec le temps. Je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiellement quand même des gens qui ne maîtrisent pas l'outil parmi les plus jeunes. Je crois que cette problématique va être de moins en moins importante parce que quand on voit aujourd'hui l'utilisation des écrans qui participent à une altération de la santé mentale chez les jeunes, je suis là aussi deux faces de la même pièce. Le numérique, ça a du bon, mais la surutilisation du numérique, des écrans, a aussi une deuxième face, une face négative. Et ça a un impact très fort dans les jeunes et dans la santé mentale. Et on revient dans une thématique qui m'est chère, la prévention. Et la prévention, elle passe aussi par la maîtrise des écrans chez les plus jeunes. On dit que 1 euro investi en prévention permet de sauver 3, 4, peut-être voire 5 euros. C'est majeur. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde en fonction des études, on dit qu'1 euro investi dans la prévention, c'est 5 euros d'économie. En France, on se rend compte qu'on a beaucoup travaillé, même pendant nos études, sur la prise en charge de la maladie, beaucoup moins dans la prévention. Alors, vous allez me dire pourquoi. Je veux dire, il y a plusieurs explications. La première des explications, c'est que la prévention, vous l'avez dit, ça a un certain coût. Et qu'en politique, je me suis rendu compte que aussi l'euro que vous allez investir, l'euro que vous allez mettre dans la prévention, la lutte contre le tabac, la lutte contre les maladies cardiovasculaires, le résultat, vous l'aurez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Il y a un décalage entre le temps politique, qui est des fois le temps d'un mandat, et le temps de la santé qui se fait tout au long d'une vie. C'est ce qui m'a marqué le plus quand je me suis engagé dans la santé. Ce qui est important et dans la vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire l'âge à laquelle on arrive sans aucune pathologie. Alors là aussi, on pensait qu'en France, je le pensais naïvement, on était bon. Eh ben non, on n'est pas bon. L'espérance de vie en bonne santé, elle est environ homme-femme de 64 ans. Alors on pourrait se dire, en bonne santé, c'est-à-dire sans aucune pathologie chronique, pas de diabète, pas d'hypertension, en bonne santé. Vous ne voyez pas le médecin. Pour dire 64 ans, ouais, quand on regarde ce qui se passe en Suède, c'est pas très loin, elle est de 73 ans. Si vous passez 9 à 10 ans sans aller voir le médecin,
sans consommer de soins d'hospitalisation, de médicaments, on fait des économies majeures. Alors, le potentiel patient n'est pas un patient parce qu'il va bien. On fait des économies de santé, on fait des économies pour le patient et on fait des économies pour la société. Si ce n'est que cet investissement, lutte contre l'obésité, c'est-à-dire qui est un de mes dadas, lutte contre les maladies cardiovasculaires, si on le fait à l'adolescence, le résultat, on l'aura 60 ans, 65 ans après. C'est ce décalage entre le temps politique et le temps d'une vie. Justement, l'obésité, vous faites partie d'une commission européenne pour lutter contre l'obésité. Il y a 4 points majeurs que je résume, je peux me tromper. C'est l'information dès le plus jeune âge, l'information sur et l'encouragement à faire de l'activité physique. C'est également l'accès aux soins et aux thérapeutiques innovantes et l'information continue. Alors, c'est pas une thématique que porte l'Union européenne, c'est le plan que j'ai proposé au commissaire à la santé, à Oliver Varilly, de venir porter ces idées. Non, mais je veux dire, et il y a adhéré, puisqu'il y avait, au cours de la mandature précédente, un grand plan de prévention contre le cancer. Cette année, c'est essentiellement contre les maladies cardiovasculaires, et c'est pour ça que je lui ai proposé cette approche un peu globale de lutte contre l'obésité, quand on sait qu'aujourd'hui, l'obésité, c'est un facteur de risque du diabète, c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, c'est un facteur de risque de cancer, c'est un facteur de risque de problématiques osseuses et musculaires. Donc, et puis, un facteur de risque aussi dans la santé mentale, parce que, bien sûr qu'il ne faut stigmatiser personne, mais l'obésité aussi, chez certaines personnes, participe au mal-être, on a défini le bien-être et au mal-être, et donc à la maladie mentale, mais vous l'avez dit, c'est de l'information dès le plus jeune âge, d'aller expliquer comment bien manger, de favoriser l'activité physique, d'expliquer pourquoi il faut faire de l'activité physique. Une des grandes différences entre les pays nordiques et le Sud, elle est là aussi. C'est de l'accès aux thérapeutiques, l'accès aux soignants. Je repense à cette dame, j'ai fait au Parlement européen une réunion sur l'obésité. Il y avait une patiente qui était sortie de l'obésité et qui a dit « je peux continuer parce que je suis accompagnée par un soignant ». Donc voilà, il faut des soignants formés à l'aide thérapeutique. Il faut continuer l'information de savoir ce qu'on mange, ce qu'on a dans nos assiettes. On a de plus en plus d'alimentation ultra transformée. C'est important d'informer le consommateur, pas de rien lui imposer. L'objectif est de dire il faut manger que des pommes. Non, je veux dire, c'est d'informer les gens. Je veux dire, c'est pas de dire arrêtez de manger ça ou arrêtez de manger ça. On a le droit de manger du Nutella si on veut, mais à un moment, de temps en temps. Je veux dire, c'est d'informer sur la nutrition, d'informer sur les bienfaits du sport et de redonner accès aux thérapeutiques, jusqu'aux nouvelles thérapeutiques qui sont en train d'arriver. Mais ce que je dis, c'est que en matière d'obésité, le traitement, que ce soit la chirurgie, que ce soit les nouvelles molécules, elles arrivent trop tard. Notre job, c'est d'éviter, et c'est pas parce que la thérapeutique est là et qu'elle est importante et qu'il faut s'en servir lorsqu'on en a besoin, mais on pourrait agir en amont, et ça, c'est un engagement politique. Justement, l'école en Finlande, ils terminent l'école à 14h, l'activité en Allemagne aussi, qui est quand même notre voisin, ils font de l'activité physique plus souvent. Ils ont une sensibilité. On a 2 heures de sport par semaine au collège et au lycée, et pas tout le temps. Quand le prof, on peut. Là-bas, c'est quasiment toutes les après-midi. Il y a des associations de sportives. Il y a tout un tissu social. On parlait de bien-être social, plus important que nous. Est-ce qu'on peut pas avoir une harmonisation européenne sur justement la pratique de l'activité physique
Alors, en tout cas, s'en servir, l'harmoniser, parce que des fois, dans l'harmonisation, il y a le côté imposé. Aujourd'hui, il faudrait que l'école se concentre sur ce qu'elle fait plus, la transmission des savoirs. Je suis plus pour une instruction. Ça, c'est le rôle de l'école, apprendre à lire, à compter, je veux dire. Et puis, l'éducation, c'est aussi les parents. Hein, donc, oui, il faut libérer du temps, mais il faut que les parents adhèrent au rôle que peut avoir le sport. La société a évolué dans cette pandémie de l'obésité. Aujourd'hui, ce qui concerne pratiquement un adulte sur deux qui est en surpoids, je pense que c'est un défaut d'information. Alors, oui, quand on a pris le goût ou l'intérêt du sport jeune, eh ben, on continue, mais il faut que probablement l'organisation de l'école libère du temps. Oui, libère du temps et qu'on vienne, et là c'est aussi un rôle politique d'une ville d'aller aider, de fournir des terrains de sport, des accompagnements sportifs. Il faut libérer de temps pour faire du sport et il faut qu'on ait les infrastructures pour faire du sport. Et c'est pour ça que je suis aussi engagé à Nice pour pouvoir aussi faire ça dans un engagement municipal qui est l'engagement sans doute où on voit très vite l'action que peut avoir le politique. On a entre un engagement politique municipal et un engagement politique européen, je pense que dans une ville, ce qu'on va changer, ce qu'on va faire en participant à un conseil municipal, on va voir les résultats tout de suite. Et ça, c'est assez satisfaisant. Alors qu'en Europe, on a l'impression que c'est très loin. C'est deux choses qui doivent être complémentaires. C'est pour ça que je dis à chaque fois, député niçois, français au Parlement européen. On parlait en une petite boutade, Michelle Obama aux États-Unis, c'est pour finir sur l'obésité. C'est une épidémie encore plus importante que nous, qui arrive encore, qui va probablement survenir chez nous. Michelle Obama faisait des pompes devant des collégiennes. Est-ce qu'un jour on peut espérer avoir la femme d'un dirigeant politique très haut placé faire du footing comme ça avec tout le monde? Alors, je vous rappellerai qu'on a eu quand même un président de la République qui a fait de la boxe. Hein. On l'a vu pendant un moment faire de la boxe. Donc, la communication est importante, mais la communication reste que de la communication. Mais elle sert à marquer les esprits. On se rappelle tous, alors en tout cas moi qui suis un peu plus vieux, manger une pomme qui était c'est resté, je veux dire, manger une pomme qui était le dada de Jacques Chirac, ou 5 fruits, 5 légumes. Voilà, il y a des choses qui peuvent marquer. Donc oui, l'information et la communication peuvent avoir sa place, mais si on mange 5 fruits et légumes, mais en parallèle on mange aussi gras et salé, ça suffit pas. Donc oui pour de la communication, mais la communication toute seule ne fait pas tout. Il faut qu'elle soit accompagnée aussi de moyens. On parlait de sport, je veux dire, de libérer le temps, de donner du temps de stade, de donner des stades, de créer des piscines, des terrains de basket, d'aider. Alors, le politique, il doit faire ça, il doit communiquer pour essayer de marquer les choses. Et les grandes campagnes de communication, surtout dans la prévention, sont importantes, lutte contre le tabac, mais aussi, je veux dire, de permettre que cette communication soit efficace en reprenant les éléments que je viens d'exposer. La violence envers les soignants, quelque chose qui évolue, 27% de plus d'agressions vis-à-vis des soignants l'année dernière. Quel est votre constat sur ça, l'évolution et votre position personnelle? Alors, la violence envers les soignants, c'est l'évolution de la violence dans la société. Cette violence, elle grimpe, les agressions, la violence dans la société. Il n'y a pas un jour où on n'a pas une histoire de violence qui se règle à coups de couteau. Et malheureusement, les soignants ne sont pas
ne sont pas protégés. Vous avez cité cette augmentation de 23%. Je vous rappellerai que tous les jours, 63 soignants sont victimes d'agression verbale, d'agression physique, souvent heureusement d'agression verbale. Une des casquettes que j'ai aussi, c'est membre du Conseil de l'Ordre des médecins, et on voit cette augmentation chez nos confrères, chez les médecins, tout en sachant qu'ils sont rares à venir porter plainte. Donc le constat, il est là. Je pense qu'il faut sanctuariser les uniformes de la République, l'uniforme de nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, mais aussi l'uniforme qui est la blouse blanche. J'avais dans un esprit un peu provoque dit: tu touches à un soignant, tu dors en prison. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une ITT supérieure à 8 jours, une véritable agression, mais il faut envoyer un message fort, et il faut surtout que les peines soient exécutées. Notre problématique aujourd'hui, on sort un peu de l'agression des soignants, c'est que il faut rétablir l'autorité. L'autorité ne doit pas être un gros mot. L'autoritarisme, oui, mais l'autorité, non. Il faut rétablir l'autorité. Lorsque je vois ce confrère de la banlieue parisienne qui a été agressé, qui s'est fait, on a vu les photos, exploser la tête. Quand on le voit, pourquoi? Pour une histoire d'arrêt de travail qu'il n'avait pas donné, il s'était fait exploser la tête. Qu'a rendu le tribunal des travaux d'intérêt généraux pendant 3 semaines. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'aujourd'hui, la sanction a un rôle pédagogique. Je suis d'un temps où sur l'autoroute, on pouvait rouler très vite parce qu'on n'avait pas de sanction, parce que c'était rare. Aujourd'hui, vous descendez, vous faites un Paris-Nice ou un Nice-Paris sur l'autoroute, vous allez respecter la vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un radar, et que le radar, il ne va pas vous louper. Un jour ou l'autre, vous allez être sanctionné. Et petit à petit, on s'est rendu compte que tout le monde roulait, tout le monde, il y a toujours des exceptions, mais tout le monde roule à la bonne vitesse. Et je vais reprendre quelque chose, moi, je vais revenir au sport et au vélo. Vous en avez fait, vous étiez pendant un temps à Nice. Je reprends toujours cet exemple. Les cyclistes, avec mes camarades, on part de Nice et on va prendre le café en Italie. C'est une sortie qui fait à peu près 80 km. Voilà, qui était la sortie du week-end. Et globalement, les groupes de cyclistes, vous le savez, de temps en temps, quand le feu est rouge, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, et ils passent. Et il y a un endroit, lorsqu'on part de Nice, avant d'arriver à Menton et puis en Italie, on traverse un pays qui s'appelle Monaco. Et à Monaco, tout professeur Castillo que je suis, je respecte. Pourquoi? Parce que, qui que vous soyez, je veux dire, les flics, quand ils vous attrapent, vous payez. On se rend compte que même chez des gens qui se disent un peu évolués, la sanction, elle a un rôle, j'allais dire, thérapeutique. Oui, ça permet de comprendre les choses. Et donc, moralité, maintenant, je le respecte partout. Je veux dire, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ce que je fais à Monaco, je le fais pas en France? Donc maintenant, quand on sort avec nos potes, on respecte les feux. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune médecin, une infirmière, un aide-soignant, un brancardier, un interne, qui hésite dans un engagement citoyen, entre clinique et engagement citoyen? Qu'est-ce que vous leur direz sur un éventuel engagement politique? Je pense que l'engagement citoyen, il est dans son métier. Je crois qu'on fait, je veux dire, le plus beau métier du monde quand même. Et c'est
quoi de plus gratifiant que de servir son prochain? Je veux dire, chez une infirmière, chez une aide-soignante, le merci du patient, le sourire du patient, quand on opère quelqu'un et quand il nous dit merci, il n'y a rien de plus gratifiant. Et donc, non, continuons d'être proche des patients, d'être proche du citoyen. Et le premier engagement, il est là. Après, l'engagement politique, il est arrivé après parce que je voyais quand même notre hôpital public qui allait pas bien. Je voyais j'ai dans ma famille des enseignants, j'ai dans ma famille des fonctionnaires de police, et j'ai vu en parallèle la dégradation de notre système de santé, de notre éducation, parce que le cœur de tout, on en a parlé pour l'obésité, mais le cœur de tout, c'est notre éducation qui est en train de s'effondrer. On voit le déclassement qu'on a, je veux dire, dans les classements PISA, je veux dire, en mathématiques, dans tous les domaines, on est en train de régresser. Certains passent du grand remplacement, je ne sais pas, mais en tout cas, le grand déclassement, c'est une réalité. Et quand notre école, notre instruction s'effondre, eh ben c'est demain peut-être le pays qui va aller mal. Donc, chez les soignants, on a vraiment le plus beau métier du monde. Si après on veut s'engager, c'est l'étape suivante, mais qui doit arriver naturellement. Je crois que gardons les soignants aux soins, et si certains veulent s'engager, c'est une continuité de ce qu'ils font au quotidien, d'essayer d'améliorer la qualité de vie des gens. Vous dites gouverner, c'est prévoir. Mais est-ce que vous avez prévu de gouverner ? Alors, si on s'engage politiquement, c'est toujours pour essayer de peser le plus. Si vous voulez changer la direction du camion, il faut monter dans le camion, première chose. Et si vous voulez changer la direction du camion, il faut essayer de prendre le volant. Donc voilà, je ne sais pas de quoi chacun amène sa pierre où il est à l'édifice. J'essaie d'amener ma pierre très modestement. Gouverner, en tout cas participer à l'évolution de la société, c'est une ambition peut-être un peu démesurée, mais c'est en tout cas ce que je porte. Vous allez organiser le 28 mars prochain à Nice une rencontre sur le thème l'Union européenne et les droits de l'homme, cours gouvernement européen des juges, point d'interrogation, aux côtés de Philippe Crestia. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, cette soirée, depuis que j'ai été élu, j'essaie de rapprocher le fonctionnement de l'Union européenne auprès du citoyen. Et une fois par mois, dans mon métier, je crée ce que j'appelais les jeudis de l'IUFC. Les jeudis de l'Institut universitaire de la face et du cou étaient de la formation médicale continue. Et là, j'ai appelé ça les vendredis. C'est les vendredis de l'Europe, les grands défis de l'Europe, où j'ai traité plusieurs thématiques. Une première fois, ça a été le fonctionnement de l'Union européenne, comment ça marchait. Une deuxième fois, le général Christophe Gomard était venu nous parler justement de la défense européenne. Il y a eu plusieurs thématiques. Et donc là, c'est un enseignant en droit qui va nous expliquer pourquoi les cours européennes, à des moments, viennent être celles qui peuvent bloquer le système. Et j'entendais ce matin au Sénat notre ministre de l'Intérieur qui citait Montesquieu en disant que le juge ne devrait être que la bouche de la loi. Aujourd'hui, on a l'impression que par la jurisprudence, le juge, c'est la loi. Donc aujourd'hui, la loi doit appartenir aux citoyens par l'intermédiaire de ses élus, mais les juges, a fortiori une Cour européenne de justice, est-ce que c'est elle qui doit dire ce que doit faire un État souverain? C'est la différence que j'ai dans cette vision, et je reviens à ce qu'on a évoqué en premier, la souveraineté. La souveraineté, c'est le citoyen qui doit décider, par le biais des élections, ce qu'il veut, en votant pour un tel ou un tel.
ce ne doit pas être le juge qui doit interpréter, créer des jurisprudences et créer la loi. C'est l'objet de cette soirée que nous aurons demain à Nice. Écoutez, professeur, merci beaucoup infiniment pour cet entretien. Je voulais vous remercier aussi d'un point de vue personnel de votre bienveillance quand je suis passé dans votre service il y a quelques années. Merci pour vos conseils, pour le triathlon qu'on a fait ensemble. Vraiment, merci. Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement dans les prochains mois, les prochaines années ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Rien de plus, d'avoir peut-être un peu plus de temps d'une chose que je n'ai pas citée, parce que parmi les trois choses, et je vais revenir aux premières photos, et une chose qui est probablement la plus importante est la famille. J'ai réussi à faire ça parce que j'ai quelqu'un qui m'accompagne depuis ma femme que j'ai connue, elle avait 15 ans. C'était hier, j'en avais 5 de plus. J'ai deux garçons, je suis grand-père depuis quelques mois, et je pense que le cœur de mon engagement politique, il est pour ça, pour le petit Louis qui est né il y a quelques mois. Alors, très probablement, j'ai pas été assez présent pour eux. Peut-être que ce que je me souhaite, c'est d'ouvrir les yeux et de rendre compte que l'importance, il est là. J'ai parlé de la transmission en santé, mais aussi dans la transmission dans sa vie au quotidien. En tout cas, merci de cette invitation. Ça a été pour moi un grand plaisir. Merci.